Bonjour. Depuis sa création en 1948, Israël est un pays en état de guerre avec les pays arabes qui l'entourent, avec les Palestiniens et plus récemment avec l'Iran. Malgré les nombreuses divisions à l'intérieur du pays, ces guerres ont eu un effet de cohésion qui a permis un maintien de la démocratie. Lors des dernières élections qui ont eu lieu en novembre dernier, une nouvelle coalition de droite est venue au pouvoir, dont la moitié est ultra-orthodoxe, plus ou moins marquée par un nationalisme religieux. Son gouvernement aspire à affaiblir les institutions judiciaires et voter des lois discriminatives et cléricales. Dès lors, un fossé s'est découvert dans la société israélienne entre d'une part un populisme antidémocratique et très décidé, et d'autre part un mouvement social de résistance non moins décidé à défendre la démocratie dans ce pays. Cette division inédite cette décision est inédite et l'union nationale de jadis ne semble pas pouvoir être rétablie dans un avenir proche. Le 4 mars dernier, Studio Lacan a rencontré à Paris Denis Charbit, politologue franco-israélien, pour parler de cette crise qui déchire ce pays. Nous diffusons aujourd'hui cette interview, suivie d'un bref commentaire de notre collègue Jean-Daniel Maté. Bonjour Jean-Daniel Maté, qui était avec nous ici sur le plateau. Mais d'abord, place à Denis Charbit. Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University en Israël. Vous êtes français d'origine, mais vous avez immigré en Israël en 1974. Vous êtes donc israélien. Vos recherches portent d'une part sur le sionisme et d'autre part sur les intellectuels français depuis l'affaire Dreyfus et jusqu'à nos jours. Vous êtes auteur, entre autres, du livre « Israël et ses paradoxes », paru en 2015, mais je comprends qu'il y a une nouvelle édition revue et augmentée qui est prévue pour 2023, pour cette année. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du Studio Lacan lors d'un de vos séjours à Paris. L'objet de notre discussion est la crise politique actuelle en Israël, qui a lieu depuis les dernières élections en novembre 2022. Alors, le mot crise, convient-il pour décrire ces événements? Est-il assez fort pour décrire ces événements? Comment décririez-vous ce moment trouble en Israël? Qu'est-ce qui s'y passe en fait? Alors, le mot crise, c'est vrai qu'il est employé un peu à toutes les sauces. Je rappelle que pendant 5 ans, on a parlé de la crise politique en Israël parce que les gouvernements qui étaient formés avaient disposé d'une courte majorité. Et là, on a pensé d'ailleurs, au mois de novembre, le 1er novembre, à l'issue du dernier scrutin, qu'on sortait de la crise politique puisqu'on avait enfin, après tant d'années, un gouvernement disposant sinon d'une forte majorité, en tout cas d'une majorité confortable, 64 députés sur 120, qui permettaient de penser, qu'on soit favorable à ce gouvernement ou qu'on y soit opposé, que les prochaines élections auraient lieu en 2026 et que, voilà, on allait vers une stabilité politique. Seulement voilà, ce gouvernement avait une particularité qu'il faut bien décrire, c'est-à-dire qu'il était composé pour moitié des députés du Likoud, 32 députés, et pour autre moitié des partis orthodoxes, religieux, séfarades et ashkénazes, mais surtout un troisième parti religieux qui, lui, appartient très clairement à la droite, on va dire, nationaliste et cléricale. On y reviendra, je pense, par la suite. Et là, on a très vite vu, le gouvernement, ça a pris 1 mois pour le former, entre le 1er novembre, il a dû être formé à la mi-décembre, donc ça a pris plus de temps qu'on le croyait d'ailleurs, parce qu'on pensait que c'était une coalition très homogène sur le plan idéologique, on s'est dit en 2 temps 3 mouvements ça va être plié, ça a pris un peu plus, près de 45 jours. Qui se dit d'ailleurs pleinement de droite. Exactement, c'était leur slogan, pleinement de droite, l'objectif
réussi, hein, l'objectif recherché et qui a été obtenu, c'est que il souhaitait, ce camp-là souhaitait qu'on n'ait pas besoin de l'addition d'un parti centriste, lequel parti centriste, en général, dans les coalitions précédentes, posait toujours un certain frein, notamment à des réformes de la justice. Là, ils ont été donc pleinement à droite, donc le gouvernement a été mis en place mi-décembre, et voilà qu'au début janvier, alors que ça faisait à peine 8, 10 jours, 15 jours que le gouvernement avait obtenu justement la confiance de la Knesset avec 64 députés. Et voilà qu'on annonce, par d'ailleurs une interview spéciale, voyez, du ministre de la Justice, d'un train de réforme consistant à changer, modifier les rapports entre l'autorité parlementaire et l'autorité judiciaire au nom du principe de la séparation des trois pouvoirs cher à Montesquieu. Et là, je dirais que l'addition de tous ces projets de loi a créé assez vite un sentiment chez, on va dire, plus de 2 millions d'électeurs, hein, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas voté pour cette coalition, ça fait quand même 56 députés sur 120, le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond, que c'était pas un gouvernement qui venait appliquer légitimement, légalement son autorité en réalisant tel ou tel aspect de son programme, mais une sorte de blitz général, on a employé d'ailleurs cette formule-là, avec une volonté de verrouiller le système judiciaire et notamment l'action de la Cour suprême qui, on va le dire, dans le cadre de la démocratie israélienne qui est assez particulière, était en quelque sorte le seul contre-pouvoir libéral efficace, effectif et qui avait effectivement un certain impact. C'était devenu, et ça on peut le dire, un acteur politique en quelque sorte, quand bien même il s'agit d'une autorité judiciaire. Et le sentiment qu'un autre régime démocratique en Israël allait émerger, voire un régime, comme on dit, de démocratie illibérale, a conduit une grande partie de la population à un sentiment de panique, un sentiment de crise. Alors avec ceci, peut-être pour terminer sur cette notion de crise, Gil, c'est que une crise est censée être un moment partiel, une irruption de quelque chose qui bouleverse le cours des choses, mais qui est censé à un moment se résorber. Et là, on ne voit pas, en dépit des appels à des compromis, à des négociations, mais on ne voit pas l'actuel gouvernement prêt à mettre un peu d'eau dans son vin, essayer d'entendre, ne serait-ce que, même si ça ne relève pas de leurs convictions politiques, c'est aussi le rôle d'un gouvernement d'être à l'écoute de ce qui se passe et d'essayer d'éteindre des foyers, je dirais, d'insurrection, si je puis dire, politique en tout cas. Non, il reste, en tout cas jusqu'à ce jour, sur leur quant à soi, en disant on ne va pas arrêter le processus judiciaire. Encore une fois, il faut bien comprendre, ce n'est pas la modification d'une seule loi, c'est tout un ensemble de mécanismes concernant la Cour suprême et même concernant aussi le fonctionnement des institutions qui fait craindre que demain puisse émerger un Israël voilà, qui ne ressemble pas alors à un idéal démocratique. Israël, même avant le 1er novembre, n'était pas un modèle parfait, mais dans lequel ces contre-pouvoirs avaient une relative présence, une relative... Alors ce phénomène-là, d'une volonté de réduire le pouvoir des instances, des institutions judiciaires ou juridiques, c'est un phénomène qui finalement, on voit dans l'Occident apparaître. Il a été comparé à celui... L'opération Netanyahou a été comparée à celui de Bolsonaro ou de Viktor Orban. Est-ce qu'il y a une particularité israélienne? Ou est-ce que ça fait partie de ce mouvement international? Alors, incontestablement, on peut analyser ce mouvement-là comme l'expression israélienne de ce populisme nationaliste qu'on voit un peu partout dans le monde, en Europe centrale, également en Amérique du Sud, mais j'insisterai sur deux singularités qui font que le cas d'Israël est à part et d'une certaine manière, je dirais même plus grave que celui de la Hongrie, pour prendre le cas de la Hongrie.
C'est d'abord la singularité de la démocratie israélienne. Israël a été... Il n'y a pas eu de débat en Israël en 1948 sur le régime. On n'a pas dit est-ce qu'on a une monarchie ou un gouvernement autoritaire ou révolutionnaire ou une démocratie. Non, c'était une démocratie parlementaire. Mais avec, je dirais, pas mal de singularités. Le fait qu'on n'ait pas de constitution, le fait qu'on n'ait pas un système bicaméral, le fait qu'il n'y ait pas de séparation de la synagogue et de l'État. Voilà, il y avait quand même pas mal d'aspects, et puis je dirais aussi le fait que Israël n'a pas eu pour objectif de créer une nation civique, c'est-à-dire une sorte de nation transcendant toutes les identités. Non, c'est un État juif qui adopte le principe. L'État juif et démocratique. Voilà, exactement. Déclaration exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à cette question de la singularité, pourquoi ça nous apparaît plus grave. Alors j'imagine que les Brésiliens considèrent que Bolsonaro c'était plus grave que ce qui reste dans le monde, et les Hongrois considèrent que c'est plus grave que ce qui reste. Bon, et donc en tant qu'Israélien, je tends à considérer, mais je voudrais l'étayer sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une droite populiste et conservatrice. Ça fait partie, on va dire, du jeu des idéologies. Il faut bien comprendre que pour la moitié des députés, voire même un peu plus, il y a un projet théocratique à la clé. C'est-à-dire, et ça, je dirais que ça fait partie peut-être de ce qui est toujours un peu la caractéristique des formations, des factions politiques lorsqu'elles sont lorsqu'elles sont extrémistes, c'est le fait qu'ils n'ont pas attendu la réforme du système pour dire maintenant voilà ce qu'on va vous donner. D'ores et déjà, par des projets de loi qui sont en train de déposer en lecture préliminaire ou en première lecture, on voit déjà le nouvel Israël qu'ils entendent, qui se profile à l'horizon, et des lois qui s'intègrent dans une conception théocratique et non pas individualiste du système démocratique qui était en vigueur. Donc la première différence, tout ça, je sais bien qu'il y a des évangéliques qui sont dans les coulisses. Là, c'est pas dans les coulisses, c'est ouvertement exprimé, c'est ouvertement dit. Voilà les lois que nous allons faire. Quelles lois, par exemple? Alors, je vais en donner les deux qui ont été déjà préconisées et qui sont vraiment touchent à cet aspect-là. L'idée que si deux individus qui ont un contentieux entre eux acceptent de passer non pas dans un tribunal civil, mais dans un tribunal religieux rabbinique, ils pourront le faire. C'est-à-dire que le tribunal rabbinique, ça existe en Israël, mais il n'a comme seule fonction de gérer tout ce qui concerne les mariages, les divorces et l'héritage. Voilà. Toute autre autorité ne leur est pas concédée. Et là, vous voyez, alors ils disent pas que si une personne des deux n'est pas d'accord, on n'en est pas encore là, mais ils sont déjà en train de dire, s'il y a deux religieux qui ont un contentieux, pourquoi devraient-ils passer devant un tribunal civil? Donc vous voyez bien ici, c'est quand même l'idée sous-jacente que pour deux personnes croyantes pratiquantes, ne pas avoir affaire à une autorité civile, c'est déjà un premier pas vers la théocratie. Il est clair que, alors c'est la rhétorique de la pente descendante, aujourd'hui on commence avec le consentement de deux personnes qui se présenteraient devant un tribunal rabbinique pour arbitrer une question qui n'a rien à voir avec les autorités, les pouvoirs qu'ils ont actuellement. On imagine bien que plus tard ça pourrait aussi s'appliquer à, par exemple, si l'un sur deux souhaite un tribunal rabbinique, ça pourrait être un tribunal rabbinique. On n'en est pas encore là, mais on a déjà cette première brèche. Et puis la deuxième, alors même si elle est limitée dans le temps, vous savez lors de la commémoration de la Pâque juive, le Pessah, on n'est pas censé manger de pain, et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait dans un hôpital public? La réponse de 1949 à aujourd'hui, c'est que, bien entendu, toute la cuisine à l'intérieur de l'hôpital est administrée selon les consignes religieuses, c'est-à-dire qu'on ne distribue pas de pain aux individus. Très bien, ça fait partie des concessions, comme disent les Canadiens, des arrangements, au nom d'un certain respect, d'une certaine visibilité de la religion. La loi qu'ils veulent faire passer maintenant, c'est que toute personne qui a en charge la sécurité à l'entrée de l'hôpital pourra vérifier les paquets, les sacs
avec lesquels il rentre dans l'hôpital pour s'assurer que du pain n'entre pas. Parce que ça, pour le coup, la loi ne le prévoit pas. La loi prévoyait comment l'hôpital fonctionnerait, mais elle ne viendrait pas interdire à qui que ce soit d'entrer avec pour donner un peu de pain s'il a envie. Finalement, c'est une tentative d'imposer un judaïsme. Exactement. Alors que le judaïsme, d'habitude, celui qu'on connaît jusque-là, est un judaïsme qui est plutôt qui est un judaïsme de pluralité, qui aime même la dispute, la polémique, en plus il est arrangeant. Oui. Alors que, par exemple, je me souviens qu'il y avait une loi qui disait que, puisqu'on ne peut pas élever des porcs sur la Terre Sainte, eh bien on pouvait, les rabbins ont accepté qu'on puisse élever des porcs sur des chapes de béton. Exactement, pilotis comme ça. Oui, c'est un arrangement. Ouais. Là, ça va en direction inverse. C'est un judaïsme nouveau, théocratique, on dit. Oui, tout à fait. Le plus rigoriste et le plus, celui qui est le moins ouvert à des... Considérant que les autres ne sont pas des bons juifs, ou des vrais juifs. Enfin, et là, incontestablement, c'est une évolution. Alors, c'est vrai que depuis 1949, l'État d'Israël a accordé à l'orthodoxie religieuse le monopole. Je dirais que cette évolution vers un judaïsme rigoriste et fermé à la discussion, à la dispute, au compromis, à l'arrangement, c'est incontestablement, je dirais, la confrontation dans un même lieu de juifs, n'est-ce pas, avec des expressions différentes et des expressions plurielles dans la vie quotidienne, dans les mœurs, et la volonté de s'en préserver, puisque la fondation même, la raison d'être même de l'orthodoxie, c'est l'idée de l'enclave, c'est-à-dire on se referme sur nous-mêmes. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce modèle de l'enclave infiniment respectable. Laissons des communautés évoluer, même si ça peut, au niveau de l'individu, créer sans doute des problèmes, mais laissons les communautés qui ont un mode de vie particulier préserver ce mode de vie spécifique. Là, on a cette tentation d'imposer à tous les autres et de vouloir, parce que c'est ça le vrai combat. Le vrai combat, il n'est pas dans la vie privée. On ne voit pas des orthodoxes réclamer, en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos foyers, qu'est-ce qui se passe... C'est le combat a toujours été celui de l'espace public. À quoi devra ressembler? Alors, il y a des concessions qui ont été faites de part et d'autre. Je donnais le cas de l'hôpital, mais là, on introduit déjà l'idée qu'on va quand même s'occuper de l'individu. Quand je dis s'occuper, c'est-à-dire de lui interdire tel ou tel comportement, cette liberté-là que très peu d'Israéliens, combien d'Israéliens qui vont à l'hôpital pendant la semaine de Pessah avec du pain, de la baguette? Non, mais si ça arrive, on ne va pas non plus l'interdire au nom de la liberté individuelle. Vous voyez, c'est ce type d'arrangement qui a toujours caractérisé finalement Israël, parfois des arrangements plus favorables, avec plus de concessions pour les religieux, parfois moins de concessions, mais dans la mesure où il y a cohabitation, il faut qu'on puisse respecter les aspirations, les intérêts, les comportements des uns et des autres. Alors que publiquement, la cantine médicale soit conforme à la halakha, ça ne pose aucun problème à personne, ni aux musulmans et aux chrétiens qui sont hospitalisés, etc. Pour autant qu'on a laissé à l'individu, aux individus, le soin de... Mais demain, on va nous dire également, si vous portez de la viande, parce que il faut bien comprendre, l'hôpital public compte beaucoup sur les familles pour sustenter les patients qui n'ont pas toujours droit à une cuisine de très grande classe et qui ne correspond pas toujours au goût des uns et des autres. Moi, je peux vous le dire, demain, ce sera, si j'arrive avec un steak et un bout de fromage à la fin, on dira, mais attendez, ça c'est pas cachère, vous n'avez pas le droit. Mais actuellement, oui, j'en ai le droit, parce que c'est un individu qui va voir son proche, sa famille, etc., et on n'intervient pas là-dessus. Je voudrais apporter, pour compléter la question que vous m'avez posée tout à l'heure, je disais que le projet qui nous menace est différent, singulier par rapport à la Hongrie, à la fois à cause de ce projet théocratique qui est mis sur la table, mais il y a un deuxième aspect qui est essentiel et qu'on ne peut pas occulter, c'est qu'Israël domine depuis 1967 une population palestinienne qui n'est pas citoyenne d'Israël, donc dans laquelle il y a une autorité militaire qui exerce, et la Cour suprême faisait fonction d'écran de zone tampon quand l'arbitraire venait à s'exercer de manière trop forte. Et en voulant neutraliser la Cour suprême,
l'objectif est très simple. C'est de pouvoir avoir carte blanche et de ne pas pouvoir, en quelque sorte, de ne plus avoir ce barrage que la Cour suprême exerçait de temps à autre. Parce que, comme je l'explique souvent, il faut bien comprendre, ce n'est pas les 5, 10 ou 15 arrêts concernant, par exemple, les territoires c'est pas dans ces arrêts-là que résidait la fonction principale régulatrice de la Cour suprême. Je dirais que sa fonction principale, c'est tout simplement le fait que son existence même, le fait de savoir qu'elle peut légiférer, enfin légiférer pas exactement, elle peut rendre des arrêts, avait comme conséquence le fait que beaucoup de projets ministériels étaient interrompus en se disant non, on ne peut pas le faire parce que la Cour suprême ne va pas. Donc, vous voyez, je veux dire, il faut bien comprendre, c'est pas. Parce que souvent, on fait des recherches sur qu'est-ce qu'ils ont fait concernant les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait concernant. Il n'y a pas une jurisprudence qui est énorme, voilà. Et elle n'a pas toujours fonctionné en leur faveur. Les destructions de maisons, qui est une sorte de punition collective, ils l'ont accepté. Mais ce qui est très important, c'est que, de manière générale, en tout cas depuis une vingtaine d'années, les ministères, les municipalités, toute autorité de l'État, un pouvoir public, était obligé de tenir compte du fait que son projet, l'idée, une politique qu'il voudrait mener, était susceptible de passer sous les fourches caudines de la Cour suprême, et c'est ça qu'ils sont en train de supprimer. Et donc, le vrai risque, effectivement, c'est que, mais ça concerne également Israël, pas simplement les territoires occupés, c'est que, faute de ce contre-pouvoir, qui était le seul, encore une fois, il faut bien comprendre, c'était l'unique, l'exclusif contre-pouvoir à l'action politique gouvernementale et législative. Si ce contre-pouvoir est réduit à néant, parce que globalement c'est à ça qu'on s'achemine, eh bien cela veut dire que l'arbitraire, même s'il est voté par une majorité de parlementaires, même c'est le gouvernement qui prend telle ou telle décision, telle ou telle municipalité, eh bien ne trouvera plus, en quelque sorte, d'écran, de protection, il aura quartier libre. C'est en fait ce que cette réforme-là, pourquoi elle est vécue comme une catastrophe, comme un danger pour la démocratie israélienne, parce qu'il n'y aura plus, foncièrement, d'autorité capable de mettre le holà, d'interrompre une action lorsqu'elle outrepasse ses droits. C'est-à-dire, on sera exposé à la tyrannie de la majorité, sur le plan des rapports entre la synagogue et l'État, et sur le plan des Palestiniens et des territoires occupés. Alors, il y a la Cour suprême, il y a aussi une volonté qui peut-être pas nouvelle d'une mainmise sur tout ce qui est les médias et la culture. Là, dans une tribune qui vient de paraître dans Libération hier, en fait, le 3 mars, David Grossman a écrit là-dessus en disant que c'est une volonté de revanche, une revanche contre les amoureux des lettres, du savoir, de la culture. Ce mot revanche a attiré mon attention. Je me dis, il y a effectivement, c'est peut-être plus large, il y a un sentiment c'est une revanche qui apparaît du côté populiste contre la gauche et le centre-gauche. Et contre les élites. Contre les élites, qui pourtant, c'est le Parti travailliste, c'est celui qui a, c'est une émanation du parti Mapai de Ben Gurion, donc c'est le parti qui a construit ce pays. Aujourd'hui, il est réduit à que 4 parlementaires. Qu'est-ce que c'est que cette revanche ? C'est un symptôme de société, un symptôme de quoi ? Si on ne fait pas que critiquer cette revanche, on se dit c'est un symptôme de quelque chose. Pourquoi ils en veulent à la gauche, en fait ? Alors, je dirais que ces notions de gauche et de droite ont beaucoup évolué. Je crois qu'il serait plus juste, peut-être, de dire que nous avons là une opposition ou une confrontation entre, on va dire, une gauche libérale et une droite souverainiste. Parce que, finalement,
quand je le juge avec un peu de détachement, l'idée que le Parlement a un rôle suprême beaucoup plus important que la justice, je dirais que c'est une tendance lourde de la démocratie depuis la fin du XVIIIe siècle. On doit, et avec ceci qui est vrai et qu'on ne peut pas nier, le Parlement est supérieur à la justice parce que le Parlement est le seul à être élu au suffrage universel, là où les juges sont élus par une commission mixte de politiques et de juges. Mais au nom de ce suffrage universel, après, il faut bien comprendre que dans l'histoire, dans l'évolution des démocraties, donc très centralisatrice, et on peut dire que de ce point de vue-là, Ben Gurion a épousé le modèle français. Quand il a repoussé l'idée d'une constitution, il a en fait souhaité que le Parlement ait, pour ainsi dire, plein pouvoir, puisque nécessairement, la loi que vont faire les législateurs, elle ne peut être que juste, elle ne peut être que vraie, elle ne peut être que bonne, puisque ce sont les élus du peuple qui l'établissent. À ceci près que depuis 1945, après le traumatisme de Weimar, on s'est rendu compte, ça a pris du temps, en France, le Conseil constitutionnel date des années 70, même s'il avait été fondé par De Gaulle dans la Constitution de la Ve République. Mais on s'est rendu compte, pour revenir sur ce point historique, que par le suffrage universel, un chancelier comme Hitler peut arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on renforce, et ça a été la dynamique de toutes les démocraties occidentales. On renforce la justice. On va vers ce que les Américains faisaient depuis pratiquement, ça a commencé au début du XIXe siècle, ce qu'on appelle en anglais le Judicial Review. Eh bien, il y a eu en Israël effectivement une évolution de ce genre par rapport au modèle de Ben Gurion où c'est le Parlement qui décrète tout. Mais Ben Gurion avait cette intelligence à la tête du Mapai de faire en sorte que le Parlement s'autodiscipline puisqu'il n'a pas de contre-pouvoir constitutionnel. Là, on a le sentiment que ce gouvernement-là n'entend pas s'autodiscipliner, n'entend pas faire preuve de retenue. Et c'est vrai qu'au milieu des années 90, en Israël, la Cour suprême a interprété, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont les choses sont faites, mais se sont appuyés sur une loi fondamentale qui avait une valeur constitutionnelle puisque c'était une sorte de Bill of Rights, de déclaration de droit, pour dire désormais nous allons pouvoir contrôler la constitutionnalité des lois. De 1949 à 1995, la Cour suprême disait mais je ne peux pas juger de la constitutionnalité des lois puisque nous n'avons pas de constitution. Quand on a voté cette loi fondamentale qui était une déclaration de droit, la Cour suprême a dit à ce moment-là, maintenant nous l'avons la Constitution. Puisque c'est la liberté. C'est pas vraiment une constitution. Alors c'est pas c'est vraiment comme une constitution, c'est-à-dire c'est un texte qui défend le citoyen par rapport à l'État. Et c'est sur la base de cette loi-là que depuis 1995, la Cour suprême a annulé soit l'intégralité, soit 2 ou 3 clauses d'une vingtaine de lois. Voilà. Donc c'est pas un activisme énorme. Et puis il y a une deuxième chose qui avait été faite dans les années 90, et c'est contre cela que la réforme est en train de tout modifier, c'est qu'on a élargi ce qu'on appelle en droit le droit de saisie. Qui a le droit de saisir la Cour suprême pour dire l'État a fait telle chose qui me porte préjudice? Jusque dans les années 90, le droit de saisine était strictement réservé aux personnes directement affectées par le contentieux. Depuis les années 90, la Cour suprême autorise les associations à se porter devant la Cour suprême. Et bien entendu que cela a permis finalement de faire remonter des tas de problèmes pour lesquels des individus se sentaient complètement démunis parce qu'ils étaient de classe populaire ou parce que c'était des réfugiés et qu'arrivés à la Cour suprême, ils ne connaissaient pas mais ces associations le font et c'est comme ça qu'effectivement la Cour suprême a joué un rôle essentiel, capital, permettant de barrer la route à l'arbitraire quand ça s'est apparu. Et je dirais, c'est ça que je voudrais essayer également expliquer, c'est que le malaise, plus que le malaise, la hantise
qui anime ces Israéliens qui vont dans les rues, et dont le nombre croît. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, vous savez, quand on fait un mouvement social sur plus de 2 mois, en général, ça commence très fort, et puis au bout de 2 mois, les gens sont un peu fatigués, épuisés, ils arrêtent. Et là, au contraire, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça prend de plus en plus d'ampleur parce que, comme je l'ai dit, le gouvernement annonce déjà la couleur sur ce qu'il entend faire. J'apporte un autre aspect qui ne touche pas aux religieux cette fois-ci, mais à la manière de concevoir l'État d'Israël. Un projet de loi qui a été déjà adopté en lecture préliminaire prévoit la peine de mort pour les terroristes. Mais regardez, je rentre dans le détail de la loi. Elle prévoit que ce soit uniquement les terroristes palestiniens, c'est-à-dire on n'a même plus le langage universel de la loi. Quiconque attente à la vie d'un civil pour des raisons nationalistes, etc., est passible de la peine de mort. Non, là c'est précisé, c'est uniquement les Palestiniens. C'est presque ironique si on pense que celui qui promeut cette loi elle était lui-même condamné pour terrorisme. Pour terrorisme, exactement, tout à fait, il est à Benville. Pour ne pas le nommer, et mieux que ça, si je ne le précisais pas, je suis persuadé que les auditeurs diraient désormais, la justice peut réclamer la peine de mort pour un attentat qui a coûté... Et on peut imaginer même des personnes, peut-être moins en Europe où la peine de mort est abolie, mais dire, écoutez, dans une période où Israël a à faire face à une grande menace terroriste, c'est peut-être dissuasif. Mais non, la loi ne dit pas ça. La loi dit que la peine de mort est obligatoire et qu'elle n'est pas compressible. C'est-à-dire qu'elle n'offre même pas, dans la loi telle que le projet vient d'être déposé, elle n'offre pas au tribunal. C'est pas qu'elle ouvre l'option de la peine de mort. Elle dit l'option de la peine de mort est exclusive. Il n'y en a pas d'autre possible et on ne peut pas commuer. D'ailleurs ça veut dire qu'il n'y aura peut-être que le droit de grâce que le président de l'État d'Israël pourra exercer, mais la justice elle-même sera en quelque sorte condamnée à prononcer la peine de mort. Alors, on peut commencer à penser, puisque vous parlez de l'opinion internationale aussi, vous mentionnez ça, qu'est-ce qui peut arrêter ce mouvement vers le pire? D'une part, effectivement, l'opinion internationale qui est quand même, on peut dire, c'est l'autre d'Israël. La plupart des partis politiques et de la population prend en considération ce qui se passe aux États-Unis, en Europe. Ça, c'est un point d'arrêt possible. Un autre point d'arrêt auquel je vous pose la question, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que dernièrement, on entend quelques craquements du côté de cette coalition, c'est-à-dire qu'il y a des désaccords fondamentaux. Netanyahou, finalement, ne peut pas soutenir, entre autres à cause de l'opinion internationale, ne peut pas soutenir tout ce mouvement antidémocratique. Et donc il y a des désaccords. Et est-ce que vous pensez que ça peut faire tomber ce gouvernement, ou en tout cas le freiner? Alors voilà, il faut distinguer entre les objectifs. L'objectif de faire tomber le gouvernement, dans l'opposition, bien sûr que ça fait partie de ses objectifs légitimes. Après tout, la droite, c'est exactement ce qu'elle a fait avec la coalition précédente qui n'a tenu que 18 mois, qui n'est même pas arrivée au terme de son mandat. Mais je dirais que pour ce qui concerne le mouvement social actuel, il est vraiment concentré exclusivement sur le retrait de ces réformes. Alors, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a au sein de la coalition, je dirais, 2 tendances. Il y a ce que j'appelle une droite conservatrice, donc qui entend un petit peu réformer malgré tout, c'est pas qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce train de réforme, mais on peut effectivement discerner une certaine différence, et en tout cas dans la manière d'ailleurs aussi de le formuler, entre cette droite conservatrice et ce qu'on pourrait appeler, après Joseph Sternel, même si lui l'appliquait à la France de la Troisième République, enfin d'une tendance dans la Troisième République en France, la droite révolutionnaire. Et c'est cette confrontation entre 2 droites, attention, droite nationaliste et cléricale des 2 côtés, mais entre ceux qui disent, il faut être un peu plus, il faut composer, il faut entendre, et ceux qui disent non, il faut aller jusqu'au bout. Actuellement, la voix qui l'emporte, la voix qui domine, c'est celle de cette droite révolutionnaire, celle qui dit on ne transige pas. Je rappellerai que 8 ou 10 jours après l'annonce de ce programme de réforme, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, s'est fendu d'un discours qu'il n'a pas l'habitude de prononcer. Il prononce des discours dans des cérémonies un peu rituelles. Là, il a fait un discours à la nation,
complètement inédit dans l'histoire des présidents de l'État d'Israël, pour dire on est dans un climat qui confine à la guerre civile, il faut entendre ce qu'il y a de juste, tant chez les manifestants qui sont de vrais patriotes, que au gouvernement où on entend corriger des abus dont la Cour suprême se serait rendue peut-être coupable, etc. Bon. Il y a place pour un compromis, suivant d'ailleurs cette opinion qui a été exprimée par Emmanuel Macron, qui a été exprimée par Joe Biden, pour en revenir à l'international, en vertu de laquelle, quand une démocratie modifie les règles du jeu, c'est pas exclu, mais il faut le faire avec un consentement beaucoup plus large que celui de la majorité gouvernementale. Voilà, ça suppose un dialogue avec l'opposition, et à ce moment-là, on peut obtenir un compromis qui tiendra compte des inquiétudes des uns, des aspirations des autres, et on peut arriver à quelque chose. Cette demande-là, donc, il s'appuie en disant que l'opinion publique, vraisemblablement, est d'accord avec cette recherche d'un compromis. À ceci près que on ne l'entend absolument pas ni de Netanyahou, ni de ses députés, et les déclarations qu'ils font, et là ça rejoint exactement l'inquiétude que vous exprimiez tout à l'heure. Yariv Levin, le ministre de la Justice, a donné une interview d'une vingtaine de minutes, donc relativement long, et il n'a pas hésité à dire, à propos de ce qu'on disait de Grossman et de la culture, il n'a pas hésité à dire la prochaine cible, c'est les médias et l'université. Vous voyez, c'est brut de décoffrage. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de conspirationnisme. Il y a un programme ouvertement déclaré. Alors, on ne sait pas encore les mesures, mais en disant. Il y a quand même un contre-pouvoir de la population qui descend dans les rues. Exactement, voilà. Mais il n'est pas entendu. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 4 jours, le président de l'État d'Israël, qui assistait à une promotion de nouveaux capitaines de vaisseaux de l'armée israélienne, ça fait partie des manifestations où il va régulièrement, a fait une déclaration en disant « Il faut tirer, je cite pratiquement littéralement, il faut tirer parti de cette crise pour un événement constitutionnel fondateur ». Je dis, tiens, est-ce qu'il laisse entendre que si déjà on est arrivé à cet état de crise, le moment est peut-être venu de faire une constitution. Et j'entends un quart d'heure plus tard l'annonce à la radio qui reprenait les propos du président de l'État d'Israël, suivie de l'annonce qu'à 20h15, Netanyahou fera une déclaration particulière à la nation. Et je me dis, tiens, est-ce que finalement le compromis est sur le point d'aboutir? On va peut-être maintenir les réformes, mais on va faire une constitution. Et en quel cas, on aura consolidé cette démocratie dont j'ai souligné tout à l'heure la fragilité objective depuis 1949. Je me mets devant mon poste de télévision, persuadé que Netanyahou va relever le défi en disant écoutez, voilà, il y a une crise grave, j'ai entendu, on n'a pas de constitution de 49, en me disant d'ailleurs que Netanyahou, qui vraisemblablement, ce sera sans doute le dernier mandat, sans préjuger de ce qui se passera avec son procès, en se disant, là, s'il finit sa carrière politique avec une constitution pour l'État d'Israël, ce sera à juste titre, je le dis moi, Denis Charbit, à juste titre, un des plus grands hommes politiques qu'a jamais eu Israël, puisque de Ben Gurion à Netanyahou, au dernier gouvernement, jamais personne n'a relevé ce défi-là. Là, il serait rentré dans l'histoire, et à juste titre, autrement. Voilà. Oui. Donc je me mets avec, et pourtant je suis politiste, je suis censé bien comprendre comment ça fonctionne, qui est Netanyahou, son profil, etc. Je me mets devant mon poste en disant, là, on va assister à un événement historique, je confesse devant vous ma candeur et ma naïveté, et j'entends Netanyahou dire, oui, il faut parler, donc des mots un peu creux, un peu langue de bois, et prononcer ensuite cette phrase, terrible, en faisant allusion aux manifestations et ce qui s'est passé dans le village palestinien à Hawara, en disant la loi doit être respectée, que ce soit à Tel Aviv ou à Hawara. Et là, je dis, mais ce bonhomme, il est là non pas pour calmer les passions, non pas pour juguler, mais au contraire, il met de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que là où je m'attendais à un discours un peu consensuel, consécutif à cet appel de Herzog à un moment constitutionnel qui nous sortirait de la crise, je me rends compte que, vraisemblablement, alors ce qu'on dit, c'est que la pression intérieure, il ne l'entend pas. Je tiens à préciser que nous sommes appelés régulièrement, nous sommes affublés du titre d'anarchistes. Voilà, nous sommes des anarchistes. Le fils de Netanyahou, qui est un blogueur, a dit « Nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes des terroristes ».
Voilà où est la rhétorique actuelle de ce gouvernement. Et je m'en inquiète, et j'aurais été le premier à le féliciter si on avait pu entendre autre chose. Et là-dessus joue la question de la pression internationale, puisque à l'intérieur ça ne joue pas, qu'est-ce qui pourrait jouer? Alors, ce que l'on agite, effectivement, mais sans savoir si finalement ça va être le cas, c'est effectivement les retombées économiques de ces mesures, puisque voilà, il y a des tas de chercheurs qui ont déjà dit regardez la situation de la Hongrie, de la Pologne, du Brésil, etc., après les mesures semblables qu'ils ont prises. On va vers une récession économique. Il y a ces appels des professionnels du high-tech, n'est-ce pas, de l'informatique, de la start-up, les grandes étoiles de la start-up nation qui disent nous ne pourrons pas continuer dans ce contexte-là. Les capitaux étrangers ne seront pas investis. Je tiens à préciser que 25% de la recette fiscale israélienne vient du high-tech. 25%, c'est énorme, ça n'existe dans nul autre pays au monde. Et ils sont en train d'alerter, de dire ça peut-être ce langage-là de l'économie, parce que là, l'économie, c'est pas, on peut pas tirer les ficelles, mais il peut y avoir des retombées négatives, en espérant que Netanyahou, qui quand même il comprend grand chose à l'économie, et donc il a été aussi un des architectes, il faut bien le lui reconnaître, peut-être que ça il l'entendra. Il y en a même qui disent nous ne resterons pas en Israël, avec ce que ça crée comme ça de choc, parce que voilà, on quitterait Israël qui est toujours conçu comme la patrie pour protéger les Juifs de l'antisémitisme, de la persécution, etc. Israël aujourd'hui se retournerait contre ses citoyens qui disent si le contrat n'est pas respecté, le contrat des libertés fondamentales n'est pas respecté, je n'ai plus ma place en Israël. Alors, ces mises en garde, on souhaite, on espère qu'elles soient entendues pour justement permettre cette... Puisque vous avez évoqué, et avec ça on va terminer, mais puisque vous avez évoqué la comparaison faite par Netanyahou entre les manifestations à Tel Aviv et au reste du pays, et les émeutes à Hawara, donc rappelons d'abord peut-être à nos spectateurs ce qui s'est passé à Hawara. C'était le dimanche 26 février, quand suite à un attentat contre deux jeunes colons, deux frères qui ont été abattus par un terroriste, il y avait des 400 colons qui ont envahi la ville de Hawara, qui ont tué une personne, qui ont blessé au moins une centaine, qui ont brûlé des voitures, des maisons, etc. Alors, par rapport à ces événements, le mot pogrom a été prononcé. Je pense que ça a divisé. J'ai lu par rapport à ça, il y a dans Libération du 3... Dans le dossier de libération du 3 mars, il y a un article de l'écrivain israélien Edgar Keret qui parle de ça. Le mot pogrom, donc, qui a été réservé, entre guillemets, au massacre des Juifs en Russie au XIXe siècle, a été prononcé par rapport aux événements de Hawara. Qu'est-ce que vous pensez de cet usage de ce mot-là ? Je vais faire une réponse générale et une réponse précise. La réponse générale, moi, ça fait des années que je plaide pour un moratoire sur l'usage de toute référence au vocabulaire de la Shoah ou des pogroms, etc., pour une raison très simple. C'est qu'elles soient employées en Israël ou qu'elles soient employées par des organisations pro-palestiniennes pour caractériser telle attitude ou telle autre de l'État d'Israël. Je plaide pour ce moratoire parce qu'une fois que ces mots-là sont prononcés, une fois que ces analogies-là sont mises dans le débat, du coup, on ne parle plus de ce qui s'est passé, à Hawara par exemple, mais on parle a-t-on le droit, c'est-à-dire on fait du métalangage, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit d'employer une telle analogie, est-ce qu'elle est pertinente et elle n'est pas pertinente. Je me souviens, j'avais formulé cette opinion-là, vous savez, quand José Saramago, prix Nobel de littérature du Portugal, était venu à Ramallah au plus fort de la seconde intifada et avait eu cette phrase « Ramallah, c'est Auschwitz ». Et je lui avais reproché à l'époque en me disant « mais à la suite de cette déclaration, ce n'est plus de qu'est-ce qui se passe à Ramallah,
le siège par l'armée israélienne, ça on n'en parle plus, tout simplement c'est de la pertinence ou de la non-pertinence de l'analogie. C'est pour ça que ma première tendance, je le dis moi en tant individuellement, ma première tendance est toujours d'être très prudent à l'égard de ces analogies. Regardez celle de l'apartheid, etc. Voilà. Parce qu'une analogie, qu'on le veuille ou non, elle ne fonctionne. Alors c'est analogie ou amalgame, elle ne fonctionne pas complètement et totalement. Dans le cas, maintenant je vais revenir à ce qui s'est passé à Khawara. Et à cette appellation dont je voudrais ici rappeler que le premier officiel à l'avoir employé, c'est pas n'importe qui, c'est le commandant de la région du centre, Yehuda Fuchs. Il faut savoir qu'en général, les militaires de carrière, en général, délèguent toujours au porte-parole de l'armée pour s'exprimer. Et puis là, il a dit non, moi je veux parler, je veux demander l'autorisation, ils doivent demander l'autorisation à leur hiérarchie de pouvoir s'exprimer directement, et c'est lui le premier qui a parlé. Il a assumé la responsabilité de l'échec en disant nous n'étions pas là en grand nombre, nous n'avons pas prévu l'ampleur de l'événement, etc. Et il y a eu peu d'arrestations, il a assumé. Bon. Mais c'est lui qui l'a employé. Chose assez inattendue. C'est pas un journal d'extrême gauche ou un antisioniste israélien, c'est le commandant de la région centre. Alors, deux observations là-dessus. La première, bien entendu que cela ne correspond pas historiquement à la réplique du pogrom, pour deux raisons. D'abord parce que très souvent les pogroms en Russie tsariste étaient fomentés par les autorités elles-mêmes. On autorisait la populace à entrer dans une bourgade juive et à faire le grabuge et les assassinats, etc. Bon. Là, bien entendu, ce n'est pas les autorités israéliennes qui ont autorisé, etc. Bon. Il y a une deuxième chose, c'est que même si on peut considérer que ce ne sont pas des circonstances atténuantes, mais c'est vrai que ce pogrom, entre guillemets, à Khawara, a été effectué juste après, dans la foulée de l'assassinat de ces deux jeunes frères. Chose qu'on ne trouve jamais dans les pogroms. Il ne faut pas penser une seconde, et c'est là où le danger, moi je suis assez historien pour avoir cette conscience-là, il ne faudrait pas considérer qu'on accepte ou non la pertinence de l'analogie, il ne faudrait surtout pas qu'on pense que du temps de la Russie tsariste, deux juifs venaient assassiner deux cosaques, et les cosaques en représailles rentraient dans un village et faisaient une expédition punitive. Non. Donc à cet égard, il faut bien mesurer les limites, et voire même l'impertinence, la non-pertinence de l'analogie de Khawara à un pogrom. Seulement, et là je reconnais exprimer une certaine ouverture d'esprit à une telle analogie, c'est que c'est une manière, là pour le commandant en question, avec tout le prestige de l'uniforme que cela suppose, d'endosser une responsabilité collective, de dire en fait la mémoire historique du peuple juif ne peut pas être exclusivement utilisée quand nous en sommes les victimes, mais elle doit être une sorte de mémoire transitive pour juger moralement et condamner, parce que l'idée c'est pas un historien Yehuda Fuchs, mais c'est pour dire l'opprobre ressenti parce que cette fois-ci des Juifs ne sont pas du côté des victimes, mais sont du côté des bourreaux. Pas l'autorité israélienne. Lui, en tant que représentant de cette autorité, il peut se reprocher de ne pas avoir prévu la chose, il peut se reprocher de ne pas avoir assez rapidement, parce que ça a pris 3 à 4 heures quand même, 3 à 4 heures c'est pas rien, de ne pas avoir dépêché les forces en grand nombre, de ne pas avoir procédé à des arrestations qui auraient permis aujourd'hui d'intenter un procès aux auteurs, mais c'est pour, d'une certaine manière, dire attention, quand nous ne pouvons pas uniquement, comme nous le faisons en général, utiliser ces métaphores-là que quand nous sommes du bon côté. Voilà. Et ça me paraît être un exercice qui va susciter du débat, qui va susciter des discussions, mais qui est une sorte de... Et c'est curieux, et c'est vrai, c'est paradoxal, que cela vienne d'une autorité militaire, celui qui est préposé à l'emploi de la violence, à l'exercice régulé de la violence.
À cet égard, je pense que ça suscite un débat public qui est important, même si je crains, ce sera ma dernière phrase, même si je crains effectivement que on va déplacer la discussion de est-ce qu'on a le droit de faire la comparaison ou pas, au lieu de revenir sur ce qui s'est passé à Hawara sans avoir forcément besoin de le comparer à quoi que ce soit, mais en disant voilà, c'est l'horreur. Point. Très bien. Enfin, très bien, c'est peut-être pas le mot. Mais merci beaucoup, Denis Charbit, d'avoir accepté de nous parler de tout ça d'une façon si claire, si convaincante, et avec ce que nous appelons, nous, une énonciation forte. Oui. Merci. Merci beaucoup, Gil, pour ce divan dans le monde consacré à cette crise qui a même des allures de coup d'État. Et ça nous a permis d'aller en profondeur d'une situation qui est assez méconnue en France, malgré les articles qui peuvent y être consacrés. Et nous allons justement, dans l'actualité de la psychanalyse qui va suivre, nous recevons notre collègue Jean-Daniel Mathé, psychiatre et psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et qui va revenir justement sur le vif, sur ce divan dans le monde, et sur la question de l'état de droit et de la tentative de sape des institutions démocratiques qui est en train de se produire sous nos yeux. Denis Charbit, par son appartenance française et israélienne, a une sensibilité très enseignante sur les réalités de la société israélienne et de la politique qui menace ses propres institutions dans ses derniers développements. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le destin d'Israël est conditionné par une conception de la démocratie qui ouvre, comme dans beaucoup de pays du monde, au risque populiste d'un régime illibéral qui transforme les États aux structures démocratiques en coquilles vides quant à l'exercice des droits fondamentaux et leur fait perdre leur statut d'État de droit, dont je vous rappelle ce qu'il constitue: séparation des pouvoirs, respect de la hiérarchie des normes, égalité des citoyens devant la loi, liberté publique et individuelle, liberté de la presse, séparation des pouvoirs et indépendance des juges. Oui, c'est bien ça qui est en cause. Denis Charbit revient sur cette question de la manière dont cette séparation des pouvoirs menace considérablement l'état de droit en touchant au statut de la Cour suprême. C'est ça, c'est la fragilité aussi de l'État israélien, qui n'a jamais, depuis sa création, et malgré ses premiers engagements, établi une constitution. Les lois fondamentales, dites fondamentales, au fil de l'eau, votées par la Knesset, l'Assemblée législative israélienne, s'ajoutent les unes aux autres sous la forme d'un cadre constitutionnel toujours in progress. Mais par ce biais même, les majorités qui se trouvent issues des scrutins populaires successifs peuvent peser fortement sur le destin constitutionnel du pays. Comme l'a dit Gil Carros tout à l'heure, la force d'Israël, c'est son armée, de la conscription au grand professionnalisme de ses militaires, qui est devenu, à travers les guerres et menaces constantes sur son existence des pays de la région, qui entourent ce petit territoire, à peine plus grand qu'un département français, une grande armée soutenue sans faille par sa population. C'est le véritable ciment constitutionnel du pays depuis l'origine. Oui, j'ai l'impression que la participation étendue et active des vétérans, des réservistes et notamment des pilotes d'avions de chasse à ce mouvement qui se crée contre la réforme judiciaire, eh bien, ça justement menace ce ciment. Voilà. L'Europe et l'Amérique du Nord ne peuvent pas oublier les conditions dans lesquelles cet État a vu le jour, il y a seulement quelques décennies. Le film à venir de Gérard Miller sur la chaîne Histoire TV, la projection aura lieu le 21 mars 2023, je vous recommande vivement d'aller le regarder, et qui s'appelle « À la table des nazis », montre à quel point ces continents, l'Europe et l'Amérique du Nord, n'ont pas su réagir ou n'ont pas voulu réagir à la montée du nazisme qui débouche à partir de 1941 sur la solution finale, autrement dit l'extermination systématique et décidée de tous les Juifs. C'est à cette réalité-là que la résolution des Nations Unies en mai 1948 a voulu mettre un arrêt définitif
en instaurant un État abri, peut-on dire, pour les Juifs, afin qu'une telle situation ne se reproduise jamais. Les mouvements sionistes avaient préparé cela. Et ils ne concevaient pas que cela puisse avoir lieu en dehors de la Palestine, malgré des débats ardents. Il y a eu beaucoup de projets en Afrique, enfin, beaucoup d'endroits du monde. Mais du fait des traces que la civilisation du Temple avait laissées, à peine cette entité fut-elle créée en 1948, arrachée à l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale sous la tutelle anglaise de la Palestine, que l'ensemble des pays de la région n'eurent d'autres projets que sa disparition. Alors, l'État d'Israël, dont le ciment réel est l'armée omniprésente, sans laquelle aucune existence de petit territoire ne pourrait être imaginée, ne doit pas abandonner les réalités démocratiques qui en font un État de droit et dont son fondateur Ben Gourion, homme de gauche, avait défini les perspectives. Le mouvement des kibboutz, des kibbutzim on dit je crois au pluriel, Kibbutzim, oui. du début d'Israël, était une lumière pour les gauches européennes et la promesse d'une constitution devait donner une garantie à cet État. Il n'en est resté que la Cour suprême et les lois fondamentales votées par la Knesset qui remplacent une véritable constitution, mais quand ce système-là est atteint par les jeux politiques de ceux qui veulent imposer un ordre policier plus que militaire, voire un ordre théocratique, alors nous pouvons nous inquiéter de ce qui pourrait faire d'Israël un pays indéfendable. Le rapport de force avec ses voisins ne suffirait pas, car à terme, l'adhésion de la population trouverait ses limites si un cadre démocratique ne garantissait pas un contrôle de l'agissement de son personnel politique ou des grands litiges qui peuvent traverser les excès de ses corps constitués. C'est à ce prix que les États peuvent vivre en paix et que les citoyens ont des recours contre les excès des pouvoirs des puissants, des agents économiques, des policiers, des militaires, etc. Ajoutons qu'Israël reste un modèle envié de vie démocratique pour les pays voisins, souvent aux mains d'oligarques, religieux ou pas. La Cour suprême y jouait jusqu'à ce jour ce rôle. Oui, d'ailleurs, ça nous amène à soulever un paradoxe. Ce que vous rappelez, c'est que la fonction d'État abri qui était là depuis le départ, ancrée dans la création même d'Israël, se voit remise en question dès lors que la fonction d'abri peut ne plus être assurée. C'est seulement au prix des garanties offertes par un État de droit qu'Israël survivra, c'est mon point de vue, et viendra contredire le pessimisme de Freud sur la possibilité d'existence d'une telle utopie. C'est vrai qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, il explique très bien, d'ailleurs pour un certain nombre de raisons. Ne serait-ce que l'idée que puisse coexister à Jérusalem plusieurs religions monothéistes lui paraissait improbable. Et enfin, en tout cas, il est très très pessimiste sur l'existence possible d'Israël. Et il a eu une correspondance suivie avec un certain nombre de sionistes, qui est très intéressante à suivre. Parce qu'effectivement, à la fois, il les critique, il critique leur position, et à la fois, il les soutient. Bon. Il dit effectivement que... Oui, Denis Sharbit, qui va certainement écouter cette émission, va être très intéressé par ce que tu viens de dire, puisque c'est un grand spécialiste du sionisme, des sionismes au pluriel, comme il le dit. Des quoi Des sionismes au pluriel. Ah oui, tout à fait. Enfin, je suppose qu'il doit connaître la position de Freud, qui était quand même... évidemment, il était proche de Théodore Herzl, qui était à Vienne aussi à cette époque. Voilà, donc c'est seulement au prix des garanties offertes par un État de droit qu'Israël survivra et viendra contredire le pessimisme de Freud sur la possibilité d'existence d'une telle utopie. En ayant adopté les règles de fonctionnement d'un État démocratique de type européen ou nord-américain, Israël est exposé aujourd'hui à ce risque qui menace tous les pays où le scrutin populaire et démocratique permet d'exprimer une volonté politique et donne forme au gouvernement. L'avancée de la science, du capitalisme qui distribue les objets technologiques avec l'illusion d'une égalité de tous, de fait tous consommateurs, expose au discours complotiste, à une contestation des faits les plus établis, au profit de fictions où la croyance religieuse, ou non, prend consistance
il vient nourrir les thèses extrémistes, ségrégationnistes, racistes, qui font la fortune des partis qui prétendent sur ces bases exercer le pouvoir. Paradoxe donc qui n'épargne pas Israël, qui verrait ce qui a commandé à son existence de mettre à l'abri les Juifs persécutés par ces extrémistes, venir au poste de commande et menacer les fondements même de cet État. C'est la raison pour laquelle les pays européens sont directement concernés par cette évolution, du fait même de ce qui a permis la création inédite de ce nouvel État à la moitié du XXe siècle. Bon, merci Jean-Daniel Mathey de ce commentaire de l'interview et des actualités et de l'histoire d'Israël. Notre émission touche à sa fin. Nous tenons à remercier Cécilia Naranjo qui a pris en charge la réalisation technique de l'interview avec Denis Charby de A à Z. Et nous donnons rendez-vous à nos spectateurs le samedi prochain à 18h30. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.